Alors, Spark utilise une architecture en maître-esclave, c'est-à-dire que il est composé d'un ensemble de processus qui communiquent en respectant cette architecture de maître-esclave où on a un processus maître qui va lui gérer donc le traitement principalement l'ensemble des traitements de Spark et un ensemble d'esclaves qui vont exécuter ces traitements-là. Donc, Spark en fait est composé principalement d'un premier processus qui s'appelle le driver program et qui contient en fait un objet qui s'appelle Spark Context et qui représente le point d'entrée à toutes les applications Spark. Et donc ce programme principal qui est le driver program, c'est lui qui va coordonner et gérer l'ensemble des jobs ou des applications Spark qui s'exécutent sur les exécuteurs. Ensuite, pour s'exécuter sur un cluster, le Spark Context peut se connecter donc à plusieurs types de gestionnaires de clusters, donc représentés ici dans l'image par le rectangle Cluster Manager et dont on a parlé dans la vidéo précédente. Donc les gestionnaires de clusters ou les gestionnaires de ressources sont les parties, donc les processus qui gèrent l'attribution d'un job plutôt l'attribution d'une ressource matérielle à un job particulier. Ce sont eux qui vont dire où vont s'exécuter l'ensemble des jobs, quelles sont les allocations en mémoire ou quelles sont les allocations de processeurs dont ils ont besoin, etc. Donc en fait le Spark peut s'exécuter sur plusieurs différents types de cluster managers. Donc il y a le gestionnaire autonome bien sûr de Spark qui est la façon la plus rapide d'exécuter Spark sans avoir à le coller sur un gestionnaire existant. Donc c'est ce qui en fait il s'appelle le standalone scheduler. Donc ce gestionnaire là va permettre en fait de la communication entre Spark et entre n'importe quel système de fichiers sous-jacent, mais on peut également utiliser des gestionnaires de fichiers beaucoup plus sophistiqués, notamment Apache Mesos, Hadoop Yarn ou même Kubernetes qui est un système open source pour l'automatisation du déploiement et de la gestion des clusters, des conteneurs plutôt Docker. Donc ces gestionnaires vont permettre d'allouer les ressources nécessaires donc pour l'exécution des applications. Donc une fois Spark est connecté en fait à ces gestionnaires là, il va lancer des exécuteurs sur l'ensemble des nœuds du cluster. Donc là par exemple, on a un exemple avec n nœuds. Pour chaque nœud, il y a un ensemble d'exécuteurs. Chaque exécuteur est alloué à une application particulière. Donc les exécuteurs sont des processus parallèles qui s'exécutent sur les nœuds. Chaque application a son propre exécuteur. Chaque exécuteur est composé également, on va lancer également un ensemble de tâches qui s'exécutent en parallèle. Donc le parallélisme est une notion de base qui est utilisée pour l'exécution de l'ensemble des processus car en fait il permet une indépendance totale entre l'ensemble des jobs. Donc supposons que j'ai Spark qui lance plusieurs jobs différents sur mon cluster, chacun de ces jobs est séparé des autres jobs et donc il n'y a pas de communication entre eux. Le seul moyen de communiquer ou d'envoyer des choses entre un job Spark et un autre, c'est d'utiliser un fichier donc, qui est stocké sur le cluster. Donc ça permet une isolation de l'ensemble des exécuteurs et ça permet de faire en sorte qu'ils s'exécutent sans problème, sans qu'il y ait d'interférence entre eux. Donc pour que le driver program puisse lancer ou ordonner aux exécuteurs de faire le travail qu'ils sont censés faire, il va leur envoyer le code de l'application qu'ils vont exécuter sous forme d'un fichier jar ou d'un fichier Python selon le type de programme que vous êtes en train d'utiliser. Et ensuite, c'est Spark Context en fait qui va coordonner l'exécution donc de l'ensemble des tâches sur les différentes machines. Et donc dès que les exécuteurs ont terminé l'exécution de leur partie, ils vont renvoyer le résultat au Spark Context et notamment au driver program qui lui se charge de rassembler les résultats et renvoyer le résultat final.